Parfois, j'ai l'impression que ma tête continue sans moi, qu'elle tourne en boucle, alors que mon corps demande juste la paix. Je suis fatigué, mais pas de sommeil. Fatigué de porter, de deviner, de rassurer. On me dit que je suis fort, doux, intelligent, et qu'ils demandent si moi je vais bien. J'ai longtemps vécu en tempête. Aujourd'hui je flotte entre deux orages, et dans le silence qu'ils laissent, j'apprends à m'entendre. Bienvenue dans Cavalier sans tête, le podcast où je ne prouve rien, mais où je dis ce que je n'ai jamais osé poser à voix haute. Pour ceux qui tiennent sans mode d'emploi, pour ceux qui cherchent encore. Je me souviens du seul jour où mon père a dit qu'il était fier de moi. C'était le jour où j'ai su que j'avais eu mon bac. Aujourd'hui, j'ai le double d'années que la seule fois où je l'ai entendu enchaîner ces phrases, et pourtant, je ne les ai plus jamais entendues. Être le premier, ça sonne comme une victoire. Mais derrière, il y a une solitude énorme, parce qu'il n'y avait pas de modèle devant moi. Personne pour me dire comment faire, comment tenir. J'ai voulu chercher toute ma vie l'approbation de mes parents, et il a fallu que ce jour pour que cela puisse être accompli. Mais cette approbation, elle a eu un prix. Parce qu'à partir de ce jour, chaque pas que je faisais devait justifier le regard fier que j'avais enfin réussi à décrocher. J'avais l'impression de ne pas vivre seulement pour moi, mais de porter sur mes épaules le rêve de toute une famille. Je ne pouvais pas tomber, en tout cas je ne m'en donnais pas l'occasion. Il fallait que je démontre que j'étais le premier fils de prime abord, aussi le premier en tout. Alors je me suis mis ce rôle sur le dos, être celui qui prouve que c'est possible. Mais en vérité, je n'étais qu'un gamin qui avançait à tâtons, sans savoir si mes pas tenaient vraiment. De par mon statut d'explorateur de vie, j'étais aussi devenu l'explorateur d'erreurs. J'ai découvert les méandres de la vie étudiante et bien souvent, j'ai choisi le seul chemin qu'il ne fallait pas prendre, le chemin de la facilité plutôt que celui de l'excellence. Aujourd'hui, je vois ça comme un apprentissage de la vie et comme un chemin qui m'a amené vers la quiétude, dont je peux faire preuve par moments. Mais cela m'a très souvent paru être une faute intentionnelle et vulgaire. Entre l'exemple qu'on voyait en moi et les doutes que je portais en silence, il y avait un gouffre. Et c'est dans ce vide-là que j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire être le premier. Avancer seul, même quand on ne sait pas si on mérite la place. Parce qu'être le premier, c'était aussi laisser les autres derrière. Et chaque réussite me rappelait en creux ce que mes proches n'avaient pas eu. J'avançais, mais avec dans ma poche la culpabilité de ceux qui partent avant les autres. Derrière chaque diplôme, chaque nouveau pas, il y avait leur visage. Mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Et au lieu d'être porté par leur fierté, je me sentais parfois écrasé par l'idée de les trahir. Comme si ma réussite faisait briller en creux toutes les occasions qu'ils n'avaient jamais eues. J'étais dans une espèce de schizophrénie où je me devais de réussir pour toutes les occasions qu'eux n'avaient pas pu prendre, pas voulu prendre. Et le second côté où je m'en voulais d'avoir cette chance. Alors je me suis retrouvé coincé entre deux mondes. Assez loin de ma famille pour ne plus être vraiment comme eux, mais jamais assez intrigué et intégré dans le nouveau pour m'y sentir à ma place. C'était simplement moi qui pensais devoir choisir un camp, alors que le choix était tout tracé. J'étais riche de deux mondes. Mais avant d'arriver à cette évidence, j'ai porté longtemps les blessures invisibles de ce rôle. Celles qu'on cache derrière les sourires, mais qui usent en silence. La première blessure, c'était la fatigue. Pas celle du corps, mais celle d'une tête qui ne se repose jamais, qui calcule, qui anticipe, qui a peur de l'erreur. J'étais toujours à devoir trouver la bonne phrase, le bon tic de langage, la bonne accroche pour pouvoir séduire les deux mondes qui m'entouraient. C'était comme une danse sans fin. Je devais séduire deux mondes à la fois, trouver les mots, les gestes, les sourires qui convenaient. Et à force de vouloir être accepté partout, je ne savais plus vraiment où était ma place. Chaque repas de famille devenait un test de loyauté, chaque cours ou chaque entretien un test d'adaptation. Je passais mon temps à changer de masque,
et plus personne ne voyait mon vrai visage, pas même moi. Je voulais ne pas oublier mes origines, mais je pensais qu'il fallait les tenir en retrait pour pouvoir accepter le nouveau monde qui s'offrait à moi. Cette double séduction, c'était une fatigue qu'aucun sommeil ne réparait. Essayer de rester fidèle à mes racines, tout en apprenant à parler une langue qui n'était pas la mienne. Et cette fatigue ne s'arrêtait pas aux études ou à la famille, elle est entrée jusque dans nos relations amoureuses. Vouloir plaire à deux mondes, ça m'a appris à se dire oui, mais ça m'a aussi empêché d'être simplement moi, même avec celles que j'aimais. Je suis sorti avec des femmes qui n'avaient pas les mêmes blessures que moi, ni même le même environnement. Et je ne comprenais pas à l'époque que d'autres cicatrices pouvaient exister en dehors de celles que je connaissais. Alors, chaque histoire devenait une rencontre de cicatrices. Les miennes croisaient les leurs, comme deux rivières souterraines. Et parfois elles s'unissaient, parfois elles s'opposaient, mais elles laissaient toujours une trace en moi. Et quand elles s'opposaient, ça ouvrait en moi des fissures que je ne savais pas réparer. Je me sentais incomplet, inadéquat, incapable de donner l'amour que je pensais pourtant porter en moi. Et ça, j'aurais pu demander conseil à ma famille. C'est quelque chose qu'ils connaissent. Mais j'étais le premier. J'avais honte de ne pas savoir. Parce que derrière tout ça, il y avait une peur, plus sourde encore, celle de l'échec. Comme si chaque faux pas pouvait effacer d'un coup tout ce que j'avais construit. Et un jour, parce que je suis humain, j'ai fait une grosse erreur. Et mon monde ne s'est pas arrêté. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais vécu des années avec une peur démesurée. Que tomber ne voulait pas dire disparaître, mais simplement apprendre à se relever différemment. Et quand j'ai compris que le monde continuait de tourner, j'ai enchaîné les erreurs. Un peu comme si j'avais besoin de faire des cicatrices pour prouver que j'étais un cascadeur de la vie. J'allais loin dans mon expérience et je cherchais les personnes les plus cabossées par la vie pour comparer mes blessures. Je me rapprochais de ceux que la vie avait cabossés, comme si leurs cicatrices étaient des miroirs. En les regardant, j'essayais de comprendre mes propres fractures, mais à force, je ne voyais plus que des éclats. Chaque rencontre devenait un éclat de verre. Parfois je m'y voyais clairement, parfois je m'y coupais en voulant trop m'y reconnaître. Et plus je cherchais des réponses chez les autres, plus je me fragmentais moi-même. Je pensais même pouvoir guérir les blessures des autres. Mais je niais l'évidence. Moi aussi j'avais des blessures, et elles demandaient qu'on les regarde enfin. Au milieu de ces failles et de ces chutes, il y avait aussi des victoires. Pas celles qu'on montre, pas celles qu'on applaudit. Des victoires silencieuses, discrètes, qui prouvaient malgré tout que j'avançais. Une victoire silencieuse a été de décrocher un travail qui me plaît. Pas le plus prestigieux, pas celui qu'on aurait montré en exemple dans un repas de famille, mais un travail où je me reconnais. Et pour moi, ça fait plus que tous les titres qu'on aurait pu attendre. Parce que être le premier, ce n'est pas seulement ouvrir une voie, c'est aussi trouver la mienne. Et bizarrement, ma famille a compris l'importance. Une victoire aussi, ça a été de rester proche de mon frère et de ma sœur. Malgré le décalage, malgré les chemins différents, on a su garder un lien. On n'avait pas les mêmes références, pas les mêmes combats, et on a continué à se chercher, à se parler, à se tendre la main. Ce n'était pas évident, mais chaque repas, chaque rire, chaque coup de fil pouvait prouver que je n'avais pas trahi ma famille, que j'avais ouvert une voie sans couper les ponts derrière moi. Et mes victoires ont entraîné aussi les leurs. Un peu comme si j'avais mis le pied à l'étrier et qu'à leur tour, ils avaient trouvé la force d'avancer. Être le premier, ce n'était pas briller seul, c'était créer un mouvement qui nous portait tous un peu. Au final, être le premier, c'était pas le trophée qu'on m'a fait porter, ni le poids que j'ai cru devoir supporter seul. C'était une marche, fragile et incertaine, mais qui m'a permis de voir plus loin. J'ai connu la solitude, la culpabilité, les blessures qu'on cache. Mais aussi j'ai connu des victoires silencieuses, discrètes, qui m'ont appris que je pouvais tenir. Et plus que ça, que mes pas pouvaient aider ceux qui venaient après moi à trouver les leurs. Être le premier finalement, ce n'était pas ouvrir une route parfaite, c'était juste oser avancer, même sans carte, et laisser derrière moi la preuve qu'un chemin existait.